fin de la journée, Jean Coldefy. Bonsoir. Alors, Jean Coldefy, il est ingénieur de formation, directeur du programme Mobilité et Transition au sein de l'association ATEC ITS France, président du conseil scientifique de France Mobilité. Vous avez participé notamment à l'écriture de la LOM, la loi d'orientation des mobilités. L'année passée, vous avez publié un ouvrage intitulé « Mobilité, changer de modèle, solutions pour des déplacements bas carbone et équitables » et vous posez un regard assez particulier sur la planification écologique. Expliquez-nous pourquoi. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc c'est un peu compliqué d'intervenir en fin de séminaire parce que j'ai vu que vous avez bien bossé cet après-midi. Vous avez écouté plein de gens ce matin, donc merci de votre attention, sachant qu'en plus Antoine Séguré, lui, il aura la dure tâche de terminer tout ça. Je remercie Antoine Séguré de l'invitation et puis Johan pour l'organisation de tout ça. Donc moi, je suis un ingénieur de formation. J'ai essentiellement une pratique de terrain dans le secteur privé pendant 20 ans sur les questions de mobilité, infrastructure en France et en Europe. J'ai été 13 ans élu en communauté de communes et en mairie et dans le périurbain lyonnais. Et j'ai été 6 ans aussi adjoint à la mobilité urbaine à la métropole de Lyon. Et depuis 6 ans, je partage mon temps entre différents think tanks et des conseils sur ces questions-là. Voilà, donc j'essaye de faire des ponts entre, des scientifiques. Donc je travaille beaucoup avec des chercheurs pour relire ma pratique. Qu'est-ce qui a marché, pourquoi ça a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Je crois que c'est important. L'évaluation, c'est même essentiel pour ne pas répéter les erreurs et pour avancer. Et puis, donc, entre les scientifiques, ceux qui font, les opérationnels et ceux qui décident. Voilà, donc il me semble que la chose que l'on a à résoudre, c'est ce triangle d'incompatibilité, diraient certains, notamment Yves Crozet, moi je suis plus optimiste que lui, entre le carbone, l'équité et l'efficience, puisque nous avons des ressources budgétaires limitées et qu'il va falloir en tenir compte. D'ailleurs, j'ai noté que beaucoup parlent d'optimisation dans les exposés précédents, et ce qui prouve que ça commence à rentrer dans la culture. On se rend bien compte qu'on n'est plus à moyens infinis. Et donc, il va falloir gérer ces trois affaires-là dans la question de la décarbonation. Alors, avant de parler de planification, sur lequel, effectivement, j'ai un regard assez critique, je voudrais juste rappeler ceci. En 2007, on avait un objectif de 20% de baisse des émissions de GES. C'est pour ça que faire l'évaluation et regarder ce qui s'est passé, c'est quand même pas mal. Vous avez ce graphique que vous connaissez sans doute, d'Aurélien Bigot. La part modale voyageur en noir sur l'échelle de droite de la voiture, elle est passée de 83% au début des années 2000 à 80%. Ce n'est pas spécifique à la France. Tous les pays développés ont une part modale de la voiture de 80%, y compris les Hollandais, y compris les Suisses un petit peu moins. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'on fait beaucoup de vélos qu'on fait moins de voitures. Je rappelle aussi que dans la même période, en 20 ans, on a investi 125 milliards dans les transports publics. 3% de baisse de la part modale. Donc, est-ce qu'à coup de milliards, tout ça va se résoudre? En France, on pense que du moment que l'intention est bonne, le résultat sera bon. Non. On sait bien que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il faut s'assurer que ce que l'on va mettre en place va avoir effectivement un impact. Alors je vais expliquer pourquoi ces 125 milliards n'ont produit que 3% de baisse de part modale kilométrique de la voiture. Alors, premièrement, il faut faire de la géographie. Si vous faites de la mobilité, il faut faire de la géographie. C'est pour ça, moi, je crois plutôt des démarches qui partent des territoires que l'inverse. Vous avez ici la carte des navettes domicile-travail en France. Donc on voit que la France est un système extrêmement bien intégré. On a connecté l'ensemble des métropoles régionales à l'Île-de-France, essentiellement en TGV. Donc là, on a tué un certain nombre de lignes aériennes, Paris-Lyon, Paris-Strasbourg, et puis bientôt, Paris-Bordeaux maintenant. Mais ça, c'était un principe plutôt d'addition, c'est-à-dire que ça n'a pas fait baisser l'usage de la voiture. On fait beaucoup plus de trajets entre Paris et Lyon grâce au TGV qu'avant, donc on a fait plus de kilomètres. Par contre, sur les systèmes urbains régionaux, donc autour des grandes métropoles, l'essentiel de l'accessibilité aux emplois et aux aménités urbaines se fait en voiture.
Donc notre système TER, pour le nommer, n'a absolument pas accompagné le développement de la ville. Je vous mets ici l'aire urbaine de Lyon. Donc une aire urbaine, c'est quoi? C'est l'ensemble des communes dont au moins 40% des actifs travaillent dans le pôle aggloméré central. Vous avez l'aire urbaine de Lyon en 68, 90 et 2011. Je vous la fais simple. En blanc, vous travaillez dans la même commune. En rouge, vous faites 50 km. Voilà. Et vous avez ça pour Marseille, pour Toulouse, pour toutes les aires urbaines. En France, on n'habite plus à côté de son lieu de travail pour un certain nombre de raisons que je n'aurai pas le temps de développer ici, mais qui s'expliquent parfaitement. Toujours de la géographie. Vous avez, maintenant je prends les aires urbaines, vous avez, ça c'est un tableau INSEE, vous avez les aires urbaines par taille, et vous distinguez la commune-centre, la banlieue, autre commune en pôle c'est la banlieue, et les communes de couronne, c'est le périurbain. Premier point, vous voyez que 93% de la population française est économiquement polarisée sur une ville, mais que 50% de la population française habite à la campagne. 50%. Voilà. 15% dans les communes-centres. On ne parle que de ça, mais en fait, ils pèsent quasiment 3 fois moins que les autres. Et pour un habitant dans la commune-centre, j'en ai 2 autres dans le périurbain. Donc vous imaginez les flux de voitures qui rentrent. L'essentiel du trafic dans les villes provient en fait de l'extérieur. Et quand vous regardez les kilomètres réalisés par ménage suivant leur lieu de résidence, ben vous avez ceci. Dans les communes-centres, je mets Paris à part, vous faites 8500 km quand vous en faites 2,5 fois plus dans le périurbain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'offre. Voilà. 220 000 navetteurs sur Lyon, de gens qui travaillent sur la métropole de Lyon sans y habiter. J'ai 37 000 places dans les TER. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait 200 000 voitures qui rentrent chaque jour. On peut rendre ça gratuit ou mettre ça à 49 €, ça ne changera rien, on fait une erreur de diagnostic. Le problème, ce n'est pas le prix, le problème, ce n'est pas la demande, c'est l'offre. Voilà. Il faudra avoir beaucoup plus d'offres. Et donc, quand vous regardez où sont localisés les 16% des émissions de la voiture, vous en avez un tiers sur la longue distance, un deuxième tiers sur les liens périurbains, agglomération, et le reste se décompose entre le périurbain et les échanges entre aires urbaines. La ville-centre, c'est 0,2%. On a mis 60 milliards sur les 15% de la population qui faisait déjà le moins de kilomètres. Donc effectivement, on a divisé par 2 ou par 3 depuis 1985 le trafic routier dans les centres-villes. Ce n'était pas un objectif carbone, c'était un objectif d'embellissement des centres-villes. Et ça a été plutôt très bien réussi. Vous pouvez prendre des photos dans vos villes respectives entre 1960 et aujourd'hui. Vous verrez que ce n'est pas du tout la même configuration. C'est plutôt très réussi, mais d'un point de vue du carbone, ça a eu un impact extrêmement limité. Voilà. Maintenant, la voiture, je pense qu'il faut affronter cette réalité. La voiture, ça vous permet d'aller partout, tout le temps, à des vitesses finalement assez élevées. Et contrairement à ce qui est raconté à la radio, par exemple, ou dans les journaux, ce n'est pas un outil qui est très cher. La voiture, je disais encore un truc là, du site Bon Pote, qui est quand même... moi, je suis toujours fasciné des gens qui affirment des trucs aussi faux. Qui vous disent qu'une voiture, ça coûte 5 000 ou 6 000 € par an. En fait, ils parlent du dernier décile de revenus. Vous voyez, ceux qui sont là, qui dépensent 520 € ou 550 € par mois sur leur voiture. Mais vous voyez que la moyenne est à 300 et que les 3 premiers déciles, ils sont plutôt à 200. 85% des gens achètent des voitures d'occasion en France. L'âge moyen d'achat de la première voiture neuve, c'est 57 ans. 86% du parc, c'est des Twingo ou des Clio. Regardez sur Internet les 10 voitures les plus vendues en France. Ce sont que des petites voitures. Quand on parle des gros SUV, encore ce matin sur France Inter, on dit qu'il n'y a que les gros SUV, que ça pollue le parc, etc. Non, il n'y a pas des gros SUV, c'est tout à fait ridicule. C'est plutôt des Duster Dacia, si vous voulez. Voilà, c'est ça, un gros SUV dans l'imaginaire des urbains. Et en fait, les gens achètent des petites voitures et des voitures d'occasion. Alors ça veut dire quoi, ça? Je pense qu'il y a eu un changement de paradigme. La voiture n'est plus un objet de différenciation sociale, c'est devenu une commodité, un bien normal, comme un frigidaire. On en a besoin tout simplement et on ne mettra pas des fortunes dedans. Et avec les ZFE, quand vous demandez aux 3 premiers déciles, ceux qui sont à gauche, là, d'avoir le standard de vie du dernier, c'est évidemment impossible. Et donc, ça rend la transition climatique détestable. Ça pose un problème évidemment sociétal et politique. Et donc, on décale la mise en place des ZFE parce que c'est tout simplement inapplicable. Moi, la vraie question, c'est comment, après les Gilets jaunes, on a pu voter un texte aussi débile. J'avoue que je ne comprends pas. Ça, je pense qu'il y a une vraie étude à faire sur le processus qui a conduit à proposer ce truc
qui est tellement orthogonale avec une démocratie où il faut embarquer les gens et les amener à aimer la transition climatique, ce qui est quand même compliqué. Voilà. Alors, maintenant, raisonnons en termes de bien commun plutôt que par mode. Arrêtons d'être des aficionados du vélo, de la voiture ou des transports en commun. C'est-à-dire qu'en fait, on serait dans un monde binaire, ce serait ou ça ou ça. En fait, la réalité, on le sait bien, est plus complexe. Regardons ce dont les trois acteurs, les usagers, vous et moi, quand vous êtes sortis de la pauvreté, la vraie ressource rare, c'est le temps. Voilà, on déteste perdre notre temps, et d'ailleurs, on fait tout pour ne pas en perdre. L'acteur public, lui, c'est l'accessibilité des territoires, c'est-à-dire comment permettre aux gens d'aller travailler, étudier, se nourrir, se soigner, se divertir, rencontrer des copains, les amis, etc., à des coûts et dans des délais raisonnables. C'est ça ce que veut l'acteur public. Et les fournisseurs de services, eux, ils ont besoin d'avoir une colonne recette qui est supérieure à la colonne dépenses, sinon ils sont morts et ils ne peuvent plus innover. Donc on a deux ressources privées rares, le temps et l'argent, et côté public, on a des ressources publiques rares. Une ressource publique rare, ça s'appelle un bien commun. Et je crois que c'est une notion assez fondamentale. On en a trois. Évidemment, le quota d'émissions pour rester en dessous d'1,5 degré. L'espace public en ville, pas à la campagne, en ville. Parce que, voilà, vous savez bien, hein, le vélo veut sa voie, le bus veut sa voie, le piéton veut des trottoirs larges, le commerçant veut des stationnements et le résident aussi. Et donc, on n'est pas aux États-Unis avec des 2 fois 5 voies en plein cœur de ville. Et donc, il faut faire des arbitrages et c'est quand même assez compliqué. Et le troisième, c'est les fonds publics, puisque ce qui sera mis sur un service ou un projet ne sera pas disponible pour l'autre. Donc, il faut qu'on gère ces biens publics. Et la question qui nous est posée, c'est comment j'assure l'accessibilité pour tous en minimisant l'impact sur les biens communs. Et quand vous raisonnez comme ça, eh ben, vous pensez autrement que par mode, qui est une manière un peu simpliste. Et donc, quand je raisonne comme ça, si je reprends mes territoires, la solution pour le périurbain, je n'ai pas de densité, les transports publics, on oublie. Le TAD, on le garde pour les gens qui ne peuvent pas, qui ne peuvent plus conduire, parce que c'est quand même extrêmement cher, de l'ordre de 20 € la course. Donc, la voiture électrique, c'est quand même super bien pour ces territoires-là. Ça fait quand même pas mal ça fait 3% des émissions de la France qu'on pourrait ramener à 1% quand tout le parc sera électrique, c'est-à-dire dans 25 ou 30 ans. La première couronne, c'est vélo plus transport public. Le vélo seul aura très peu d'impact. 80% des déplacements, des kilomètres parcourus sont le fait de trajets de plus de 7 km. Donc, si vous voulez, moi j'ai fait 40 km de vélo par jour, je sais ce que c'est, et je n'écrirai pas dans un PowerPoint, comme ça s'est fait récemment, que si les Français faisaient 20 km de vélo par jour, ça économiserait tant de CO2. Voilà, on peut écrire des tas de choses sur un PowerPoint, on se fait plaisir. Et là, par contre, on devrait plutôt mettre des parcs relais, vélos sécurisés, dans les gros pôles de transport en commun. Voilà. Et quand je dis des gros, c'est 1000 à 2000 places. Voilà. À Bâle, ils ont une petite ville de 200 000 habitants. À la gare de Bâle, c'est 2 fois 1500 places. Voilà. Dans les gares du GPE à Paris, plutôt que faire des RER vélo, parce qu'on imagine que le vélo, c'est comme la voiture, qu'on fera 40 km par jour en vélo, ben non, on fera mieux de faire des pistes cyclables qui permettent d'aller dans les gares du GPE de manière sécurisée, avec 1000 à 2000 places dans chaque gare du GPE. C'est là où on aura un gros impact. Et puis, pour les liens périurbain, agglomération, il faudra des parkings relais avec des cars ou des trains. Voilà. Alors, multiplier par 3 l'offre de transport public, c'est à peu près ce qu'il faudrait qu'on fasse. Si on fait ça, on peut estimer reporter la moitié des déplacements actuels entre centre et périphérie des aires urbaines, ce qui nous amènerait la part modale de la voiture de 80 à 65%. C'est l'objectif qui a été fixé par Mme Borne le 22 mai dernier. Je ne suis pas sûr qu'elle ait fait ce calcul-là. Mais en tout cas, ça tombe bien, c'est à peu près le bon calcul. Ça voudrait dire quand même un déplacement sur 2 entre ces liens-là qui se fasse en voiture, en transport public plutôt qu'en voiture. Et il faudrait multiplier par 40 l'offre de parcs relais, parce que là, aujourd'hui, on est dans une indigence qui est quand même assez incroyable. Donc la question, c'est le financement. J'en viens à mon troisième bien commun, qui est les ressources publiques. Alors là, je ne vais peut-être pas faire plaisir à tout le monde. Vous avez ici le déficit public par voyage, le R-D, recette d'exploitation moins dépenses d'exploitation, divisé par le nombre de voyages. En 1995, ça c'est Bruno Fèvre-Darcier, on était à 75 centimes, la courbe bleue. On est en 2015 à 1,70 € et à fin 2019, on est à 1,90 €. Chaque fois que quelqu'un prend un transport public urbain, la collectivité met 1,90 € en moyenne. En moyenne, puisque vous voyez que des villes comme Lyon, on est à 0,35 de déficit aujourd'hui sur Lyon. Donc ce qui est possible à Lyon doit être possible ailleurs.
Pourquoi? Parce qu'à Lyon, on a augmenté régulièrement les tarifs. Ça n'a absolument pas fait baisser la fréquentation. Et on a rationalisé aussi les dépenses. Pourquoi ça? Je vais en venir. On a un problème de gouvernance dans ce pays. Et donc, vous avez ici, ça c'est des graphes qui viennent des données qui viennent du GART et de l'UTP. Vous avez le nombre de communes dans les périmètres de transport urbain. Donc, vous voyez qu'on a augmenté les périmètres de transport urbain, ce qui a fait exploser à la hausse le nombre de communes et les territoires concernés. Pas du tout à la hausse les populations, parce que ce sont des communes faiblement peuplées. Et quand vous faites ça, comme on a beaucoup de communes dans ce pays, chaque maire, et il faut bien les avoir avec vous, parce que sinon, dans un syndicat mixte, comme chaque commune est représentée, il faut que ces gens-là puissent voter ce que vous proposez. Et chaque maire a demandé à avoir sa ligne de bus, même s'il n'y a personne dedans. Même si une ligne de bus ne se justifie pas pour des villages de 2000 ou 3000 habitants. Et on l'a fait, et ça a ruiné le transport public en particulier. Et vous voyez cette aberration où aujourd'hui, en passager kilomètre, une voiture coûte 50% plus cher que les transports en commun, que ce soit urbain ou TER. Donc ça, c'est quand même un souci. Alors pour vous remonter le moral, quand vous regardez sur les cas d'usage, quand le transport en commun est fréquenté, donc je prends par exemple sur des trajets domicile-travail vers des grandes agglos, on est à 2,5 fois moins cher que l'usage de la voiture. Donc ça veut dire qu'en fait, on redécouvre une vérité, le transport en commun ne se justifie que s'il est fréquenté. Voilà. Quand il n'est pas fréquenté, il ne faut pas en mettre, ou il faut mettre autre chose. Vous voyez. Donc on oublie un peu ça. Je vous mets ici la carte de taux d'occupation des TER. Donc en bleu, vous êtes à 10 ou 5%, et en jaune ou rouge, vous êtes à 50%. 50%, ça veut dire comme un train, il arrive dans un sens, il est plein, il faut quand même qu'il reparte dans l'autre sens, plutôt vide. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas loin de 100%. Sur un sens. Donc on voit bien qu'on a un paquet de lignes TER où il n'y a personne. Un TER avec moins 38 personnes, ça pollue plus que 38 voitures. Et je ne vous parle même pas du coût. On est à 35 € le kilomètre en France. Donc on se ruine. Un usager des TER, aujourd'hui, il coûte en moyenne 10 000 € d'argent public par an. On est à 15 000 en Aquitaine. 15 000 €. Achetez-leur des voitures électriques. Vous ferez des économies pour mettre l'argent ailleurs. Voilà. Et je vous mets quand même ceci, parce qu'on a non seulement un problème d'offre qui est mal positionné, mais aussi on a un problème de non mise en concurrence. L'Allemagne fait rouler 4 fois plus de trains kilomètres pour un coût 2 fois supérieur. Le train kilomètre en Allemagne, il est à 17, on est à 36 en France. Voilà. Donc quand vous mettez en concurrence, et d'ailleurs bravo à la région Sud, c'est les premiers à l'avoir fait, vous faites diviser les coûts d'exploitation par 2 et vous pouvez mettre 2 fois plus de trains. Donc si on veut plus de trains, il faudra de la concurrence pour faire baisser les coûts. Voilà, donc économiser pour financer tout ça, voilà, si je vous mettais en concurrence, la SNCF et la RATP en Ile-de-France et la SNCF sur les TER, vous ferez 4 à 7 milliards d'euros d'économies par an. Par an. Par an. Donc avant d'augmenter les impôts, les taxes, etc., faisons déjà ça, on en a sous la pédale. Plutôt que faire rouler des cars, des trains pas suffisamment remplis, qui sont quand même un mode lourd, qui est très utile quand on a beaucoup de gens à transporter, mais qui est très inadapté quand on a peu de gens à transporter, faites rouler des cars. Un car kilomètre, un car express kilomètre, ça coûte 3,50 €, un train kilomètre, ça coûte 35. Ça veut dire que pour le même prix, je peux mettre 10 cars, ou en tout cas sur une heure, je peux mettre, au lieu d'un train par heure, je peux mettre 10 cars par heure. Les gens, ils aiment bien la fréquence. Hein. C'est rassurant de se dire que j'ai raté mon car mais à 15h02, mais celui de 15h10, je pourrais l'avoir. Donc ça rassure. Et si vous n'avez pas beaucoup de monde à transporter, c'est un excellent outil. Retrouver des capacités de financement, le R sur D, donc le ratio recettes sur dépenses. On était à 70% en 1975, on était à 50% en 1995, on est aujourd'hui à peu près à 25%. On est le seul pays au monde à faire si peu participer l'usager au coût de sa mobilité. En Allemagne et partout ailleurs, on est plutôt à 50%. En Asie, on est à 100%, c'est la règle. En Italie, ils sont à 40%. Donc si on faisait ça, si on retrouvait, il n'y a pas de raison, on devrait pouvoir remonter ça à 50%, ça nous dégage 5 milliards. Donc vous voyez, le monde du transport public dont je fais un peu partie, il a une caractéristique, il passe son temps à demander de l'argent à l'État, première version. Donc à chaque fois, Clément Beaune, d'une année sur l'autre, à droite, il a quelqu'un de l'UTP ou du GART qui lui dit « donnez-moi de l'argent », et à gauche, il a un représentant de la SNCF qui dit « augmentez les impôts des autres entreprises pour me financer moi ». Donc c'est une voie sans issue, ça nous fera aller de crise en crise.
Et on a quand même une question sur la tarification, on en parlait tout à l'heure. Je vous mets ici ce que paye un abonné, ce que paye un occasionnel. Un abonné dans les transports en commun urbains, il paye 5 fois moins cher qu'un occasionnel. Et sur les TER, on est sur un rapport de 1 à 8. Et donc, on a des gens qui sont... Quand vous êtes à temps partiel, quand vous êtes parfois en horaire décalé, quand vous êtes auto-entrepreneur, donc le monde du travail a changé, on a une tarification qui a été mise en place il y a 50 ans et qui n'a quasiment pas bougé. Eh ben, le train ou les transports en commun urbains, l'abonnement ne vous est pas accessible, vous n'est pas intéressant. Donc, si vous avez une voiture, vous la prenez, puisque ça vous coûte moins cher en voiture qu'en transport en commun. Et si vous n'avez pas de voiture ou si vous avez des revenus un peu limités, bah, vous fraudez. Les gens ne fraudent pas par plaisir. Il faut toujours à chaque fois se dire qu'on fait tous des choses, on a des raisons de faire ce qu'on fait. Et donc, la structure de la tarification favorise la fraude, évidemment. Et aujourd'hui, on a une tarification qui est complètement inadaptée au monde actuel. Alors, je vous ai mis la colonne de droite avec le véhicule électrique. Le véhicule électrique, ça va être un sacré problème pour les transports publics, hein, parce qu'il coûtera nettement moins cher. Voilà. Lui, il sera à 14 centimes, pas loin du coût moyen des transports publics aujourd'hui. Voilà, donc le mode à privilégier selon les situations, je suis un petit peu plus long. Donc vous voyez, on a deux axes. L'espace public qui est en bas, donc c'est ma ressource rare. Donc suivant les territoires et suivant les distances, quel mode je dois privilégier. Donc piéton, vélo pour les courtes distances. Quand j'ai pas de contraintes d'espace public, la voiture, c'est très très bien. Et dès que je commence à avoir des contraintes d'espace public, eh ben, il va falloir que je mette en place des solutions qui permettent de sauver cet espace public. Et je différencie les cars et les trains. C'est-à-dire que dès que je suis au-dessus de 4 000 personnes par jour à transporter, il faut du train, il faut de la capacité. En dessous, non, il faut du car. Voilà, il faut économiser notre ressource rare, notre bien commun, qui est l'argent public. Voilà. Et le car, ce n'est pas pour les gueux, et le train serait pour les nobles. Vous voyez, on a cette espèce d'imaginaire que le train serait plus noble que le car. Un peu comme en ville d'ailleurs, hein, le tramway serait plus noble que le bus. Ben non. Non, je pense que on voit bien sur les services entre Voiron et Grenoble, on a à la fois du car et du train. Les gens ne raisonnent pas en matière de noblesse. Ça, je pense que c'est plutôt l'imaginaire de nos élus, en fait, hein, qui raisonnent comme ça. En tout cas, voilà, il y a une espèce de culture là-dessus. Non, les gens, ils veulent simplement être déplacés et arriver à l'heure. Si je prends un train et qu'une fois sur 5, il est supprimé, il est en retard, que j'ai des gamins à récupérer, je ne prends plus le train. Tout simplement, et je parle d'expérience. Moi, je suis passé du train en vélo à cause de ça. J'en avais marre d'avoir des trains supprimés et je me retrouve à 30 km de chez moi sans aucune solution. Donc voilà, on a besoin de régularité, de qualité de service également. Alors comment choisir entre les solutions de décarbonation? J'ai bientôt fini. Je vous propose, par rapport au CO2, de regarder d'une part la quantité d'émissions évitées et le coût de la tonne de CO2 évité, ce qu'on appelle le coût d'évitement. Donc l'excellente mission dont la région Sud devrait d'ailleurs faire passer des conclusions pour forte pédagogie. Donc vous avez un premier cas, vous évitez beaucoup de carbone et à des coûts très faibles. Donc là, il faut absolument y aller à fond. Donc ce sont les TER des AOM, c'est-à-dire après mise en concurrence, où je fais baisser les coûts par 2, et pas les TER SNCF vers les agglomérations. C'est vélo-voiture plus parc relais plus des cars express et tout ce qui est transport en commun à forte fréquentation. Vous avez une deuxième situation, vous avez beaucoup d'émissions évitées, mais à des coûts élevés. Donc ça, c'est le TER non mis en concurrence. On peut faire baisser les coûts de manière très significative. D'ailleurs, on le voit dans tous les appels d'offres, hein. La SNCF a gagné l'étoile d'Amiens. Ils sont à des coûts qui reviennent au standard allemand. Voilà, ils reviennent au standard allemand sur les seuls coûts d'exploitation. L'hydrogène, on en a parlé, c'est un truc de R&D. Aujourd'hui, ça coûte super cher, l'hydrogène. Donc peut-être que ça peut justifier des subventions publiques pour faire baisser les coûts et passer du jaune vers le vert. Et puis les trucs à éviter, tout ce qui est des lignes de transport en commun. Alors j'ai mis les TER, mais j'aurais pu mettre les lignes de bus urbains, hein. Il y en a un certain nombre de lignes de bus urbains, on est à un V sur K de 2 ou de 3, quoi. En Allemagne, toutes ces lignes seraient supprimées. Et je peux vous dire qu'il y en a un paquet, hein, en France. Donc voilà, c'est plus émetteur que la voiture, ça ne sert à rien, ça dépense de l'argent. Donc on a vraiment un sujet là-dessus. Ce que j'appelle le pourquoi pas, parce que là on est dans une culture... En fait, on projette... Le monde urbain domine un peu les médias et il projette son paradigme sur tous les territoires, quoi. Donc quand je vois le SGPE écrit « Si tous les Français faisaient 20 km par jour en vélo », mais faites-le et on en reparle, quoi.
faites-le, et en plus, ça économisera pas grand-chose. Ça sera compliqué. Donc, voilà, c'est plutôt faire passer le gris vers le vert, et c'est plutôt l'intermodalité. Je pense que le futur, il sera intermodal plutôt que monomodal. Voilà, je vous ai mis les coûts d'évitement. Donc, véhicule électrique en France, c'est 400 € la tonne, d'après le CGDD. En Norvège, on est à 1400. Donc, la Norvège réussit le déploiement du véhicule électrique, mais à des coûts juste monstrueux, et ils en ont les moyens. Le train en France, le patron de la SNCF nous dit donnez-moi 100 milliards, je vous économise 100 millions, ça fait 1000 € la tonne. Les calculs que l'on fait montrent qu'on peut être largement au-dessus, hélas, du fait de coûts unitaires et de trains déployés dans des zones où il ne faudrait pas le faire. Les cars express, on est à moins 90 € la tonne. Pourquoi ? Parce que les gains privés sont supérieurs aux coûts publics, ce que les gens économisent, est supérieur à ce que la puissance publique dépense. Le covoiturage, vous êtes à 520 € pour des trajets de 10 km. Si je prends les aides de l'État, cumulées avec quelques aides locales. Donc on est sur des trucs déraisonnables. Et je termine sur cette boutade d'Yves Crozet. Il a simplement calculé les quantités d'émissions de CO2 évitées en 2020 avec la crise Covid, avec la perte du PIB, vous êtes à 6 500 €. Donc non seulement la décroissance est socialement très questionnable, mais en plus elle est parfaitement inefficace. Voilà, donc planification. Est-ce qu'il faut qu'on aille sur de la régulation via de l'économie administrée ou de l'économie décentralisée, régulée par des incitatifs? Grosse question. Ouais. Alors, donc on régule par les quantités et les prix, et quand vous êtes dans l'économie administrée, vous faites de la restriction, typique les ZFE. Voilà. Et après la restriction, vient la subvention. On adore ça. En France, on adore ça parce que le politique se met au centre. À restriction, il dit « je vous protège ». La subvention, il dit « je vous aide ». Voilà. La question, c'est est-ce que c'est efficace ? On a des exécutifs aujourd'hui en France municipaux qui sont parmi les premiers, je pense, dans l'histoire, à assumer autant de mettre de la contrainte sur l'usage de la voiture. Et ils ont raison, parce que sans contrainte, il n'y aura pas de report modal. Mais en même temps, ce sont ceux qui auront le plus dépensé en aide publique pour financer des voitures privées. On est quand même dans une contradiction qui est quand même assez flagrante. Voilà. Je vous ai remis les chiffres suivant les situations. Je ne suis pas sûr que l'économie administrée soit plus efficace que l'économie régulée. Voilà. Et je terminerai. J'ai encore pas mal de choses à vous dire, mais je n'aurai pas le temps, je vais me faire gronder. Ouais. C'était sur la gouvernance locale, mais vous aurez tout ça. Je vais terminer juste sur quelques considérations un peu plus hyperboliques. Donc, voilà, la vraie question, c'est comment je garantis l'accès aux aménités urbaines à tout le monde. Et comment je fais en sorte que mes aires urbaines fonctionnent de manière plus efficace et de manière moins carbonée. On sait ce qu'il faut faire, il va falloir quand même qu'on fasse des choix et qu'on soit plus efficient. Et donc, on regarde de manière plus fine les solutions que l'on déploie. Ce n'est pas parce qu'on va mettre des milliards que ça va forcément produire le résultat escompté. Je vous mets ceci. François Pérou, économiste, fondateur d'économie humaniste, qui disait ce truc tout à fait basique, mais qui, je pense, est d'actualité. On ne peut pas augmenter l'investissement sans diminuer la consommation. Si je dois changer ma voiture, si je dois changer ma chaudière, si je dois isoler mon logement, ce sera autant d'argent en moins pour mes vacances, mes loisirs, etc. C'est vrai également pour les collectivités. Donc il va falloir qu'on investisse plus et qu'on diminue la consommation. Et si on veut préparer un futur meilleur pour les générations ultérieures, il n'y a pas d'autre chemin. Voyez, on aurait réfléchi à la réforme des retraites en ces termes-là, je pense que le débat aurait été autre. Les politiques, ce que disait Ken, doivent faire des arbitrages entre efficacité, liberté et équité. Il disait que les capitalistes ont échoué puisqu'ils ont absolument privilégié l'efficacité et la liberté au détriment de l'équité. Et il ajoutait, les communistes ont fait exactement l'inverse. On ne pourra pas, dans les sociétés démocratiques, où il faut embarquer tout le monde, faire l'impasse sur l'une de ces trois choses, la liberté, l'équité et l'efficacité. Et je terminerai là-dessus, sur Alexis de Tocqueville, grand politiste du 19e, qui disait ceci: la décentralisation est l'allié de la démocratie, car elle met la décision publique à la portée des citoyens. Il ajoutait aussi ceci: la vérité, c'est qu'en France, le désir de vivre de l'impôt est une maladie générale, et c'est le produit de la constitution démocratique de notre société et de la centralisation. C'est le mal secret qui a rongé tous les anciens pouvoirs et qui rongera de même tous les nouveaux. On devrait relire Alexis de Tocqueville. Merci.
Merci. À vous pour cette brillante intervention. Je vous prie de me rejoindre à la tribune pour clore cette journée sur la planification. Et ceux qui veulent aller plus loin, je vous mets quelques lectures sur ces sujets-là. Donc ainsi s'achève notre journée sur la planification écologique. Et pour clore ce colloque annuel, j'invite Antoine Séguré à nous dire quelques mots et nous parler des perspectives de l'ORT pour l'année prochaine. Merci beaucoup pour cette journée. Merci Jean pour cette intervention. Je ne sais pas trop si c'est facile de parler derrière, donc je vais faire court. Non, simplement vraiment vous remercier pour votre présence et la qualité des échanges tout au long de la journée, la qualité des travaux, des ateliers, et merci aux rapporteurs des ateliers parce que c'est évidemment très important de pouvoir synthétiser toute la matière qui a été produite dans cette journée. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir au colloque de l'ORT, donc je suis vraiment ravi de vous accueillir à chaque fois et de constater de plus en plus de monde présent à ces colloques. Je remercie donc Johan pour toute l'organisation, Johan, et puis pour le programme, parce qu'il y a l'organisation, mais il y a tout ce qui se passe avant et tout ce qui se passe après, puisqu'il y a encore beaucoup de boulot pour Johan. Évidemment, merci Nathalie de nous avoir accompagnés toute la journée et d'avoir su tenir le timing, c'est pas simple. Puisqu'on a envie de discuter plus, d'échanger plus. Et évidemment, les éléments seront sur le site de l'ORT avec soit des capsules vidéo, soit des éléments plus écrits. On diffusera également le résultat des ateliers de travail. C'est toujours un peu frustrant parce qu'on a envie de continuer ces échanges et de les poursuivre tous ensemble ou de poser des questions. Mais malheureusement, c'est toujours compliqué. C'est pour ça aussi qu'on essaye d'aménager des temps de pause pour que vous puissiez échanger les uns avec les autres. Donc je le redis, vous aurez les éléments sur le site internet de l'ORT. Encore un grand merci à la région et à l'Adréal pour la confiance qu'ils font à l'Observatoire et puis encore une fois à tous les intervenants de la journée. Nous avons un certain nombre de travaux qui s'ouvrent là d'ici la fin de l'année, puisque nous allons avoir un atelier d'experts. Désolé, il n'est pas ouvert au grand public, mais seulement aux membres de l'ORT sur les scénarios de décarbonation. Donc c'est un sujet là aussi qui va nourrir, je pense, de nombreux débats, la décarbonation des mobilités. Et puis deux journaux des transports. Vous en aviez un exemplaire à l'entrée au moment où vous êtes arrivé ce matin. Un journal sur les Sermes, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, et un journal également sur le tourisme. Voilà, je vous remercie encore pour votre participation. N'hésitez pas, j'ai eu beaucoup d'échanges et j'en suis ravi avec certains d'entre vous qui souhaitent savoir comment plus participer à l'ORT. C'est relativement simple. Comme je vous l'ai dit, l'ORT appartient à ses membres, l'ORT appartient à ses adhérents. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à prendre contact avec Johan pour adhérer à l'ORT. Je fais un petit moment de pub, c'est pas très cher, hein, c'est 250 € pour les membres sans droit de vote et 750 avec droit de vote. Je pense que pour participer à des échanges de cette nature et de cette qualité, c'est une dépense qu'on peut généralement s'offrir. En tout cas, merci vraiment pour votre présence, merci pour l'organisation. Je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle fin d'année et je vous dis à très vite, soit sur les publications ou le site de l'ORT, soit lors des prochaines réunions et des prochains événements que nous allons organiser. Merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup, on vous applaudit.